exclusive par rapport à cette déstabilisation du monde qui apparemment est devenu dangereux pour tout le monde, y compris pour lui-même. Imposer la démocratie, M. Boniface l'a rappelé, les logiques internes et nationales ne s'imposent pas de l'extérieur. Enlever des présidents en fonction, les enlever pour les exfiltrer et les soumettre à votre justice ne relève pas de la démocratie si cela devait s'entendre en termes de droit international. Quelle guerre a été gagnée? Aucune. Aucune guerre n'a été gagnée. Les États-Unis et l'Occident avec se sont livrés à beaucoup de guerres ces dernières décennies. Ils n'ont pas gagné la guerre du Vietnam. Ils n'ont pas gagné la guerre en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie. Ils n'ont pas gagné la guerre même au Somalie, où ils ont été obligés de se retirer, poursuivis par des bandes armées. À part semer le chaos et le désordre derrière eux dans ces pays, aucune de ces guerres n'a été gagnée parce qu'aucun des objectifs n'a été atteint. On ne citera pas ces pays comme des exemples de démocratie sous la conception occidentale s'entend. Quel objectif était assigné pour la guerre en Iran? C'était de remplacer un régime. Cela n'a pas été fait. Le même régime est dans sa version la plus radicale, la plus dure, va continuer et les États-Unis sont obligés de discuter et de négocier avec ce régime. Réduire les capacités balistiques de l'Iran, ça n'a pas été atteint. Imposer à l'Iran de renoncer à tout programme nucléaire, civil comme militaire, n'est pas un objectif atteint. Aucun des objectifs n'a été atteint et pourtant le monde est plongé dans un chaos que rien ne justifie. M. Trump n'est pas... Tout à fait. Et notre mission pour cette plongée dans les sources, c'est d'analyser un peu ces récents bouleversements géopolitiques, mais à travers le prisme du continent africain. On a des déclarations très incisives qui ont été prononcées lors... Il travaille avec des partenaires, mais dans une coopération qui soit mutuellement gagnante. C'est ça l'objectif de tout ce travail. Et après, on nous dit que les conventions légales ne profitent pas de son gaz, de son phosphate, et qu'on nous oppose des signatures d'autorités corrompues, excusez-moi du terme, qui ont signé au détriment des intérêts du Sénégal et de son pays. Cela n'est pas possible. Financer la souveraineté, ensuite, signifie réduire la dépendance aux financements extérieurs, mobiliser les ressources internes, reprendre le contrôle sur les choix budgétaires. Il n'y a pas de souveraineté sous tutelle financière. Et je voudrais dire ici, l'Afrique n'a pas besoin de tout ce débat sur la dette. Que représente la dette africaine à l'échelle mondiale? Nous vivons aujourd'hui une guerre qui a déjà coûté des centaines de milliards de dollars, certainement. Un seul missile patriote pour abattre un drone iranien coûte 1 million de dollars. Combien de missiles ont été tirés? Vous ne pouvez pas l'imaginer. Et ça, ce n'est qu'un exemple, un petit exemple. La dette de l'Afrique ne représente absolument rien. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est d'un consensus mondial fort, puisque l'Afrique est le seul continent qui a encore une marge de progression, capable de tirer la croissance mondiale sur les 30 prochaines années, ce que la Chine a été pour les 30 dernières années. Seule l'Afrique a ce potentiel. Est-on prêt à faire ce consensus avec une suspension moratoire sur la dette, un ciblage d'investissement catalytique pour propulser le continent, qui, lui, propulsera le monde au bénéfice de tout le monde? Personne ne le fera malheureusement pour l'Afrique, et il faut que les Africains en soient conscients. Et c'est pourquoi, malheureusement, l'un des principaux problèmes de l'Afrique, M. Boniface a rappelé, est un problème de leadership et d'élite politique et étatique. C'est l'un des principaux problèmes de l'Afrique.
Pas tous, mais la majorité de nos dirigeants ne savent même pas quoi faire de pouvoir. Pas tous, mais la majorité. Il faut en jouir, il faut le conserver le maximum possible, mais aucune vision et aucune capacité à se regrouper autour de l'essentiel. L'une des formes les plus insidieuses de la dépendance est cognitive. Lorsque les catégories à partir desquelles nous analysons nos propres réalités sont produites ailleurs, lorsque nos politiques publiques sont conçues dans des cadres qui ne sont pas les nôtres, alors nous sommes dépendants sans même nous en rendre compte. Voilà le néocolonialisme ou le non-respect des droits humains. Mais là, d'après notre document, Ousmane Sonko attaque sur un terrain totalement différent. Il pointe genre les indicateurs de performance. Ah oui, c'est très technique en fait. C'est ça. Il détaille 2 échecs majeurs de la politique américaine face à l'Iran. Premièrement, l'incapacité à réduire les capacités balistiques de Téhéran. Et deuxièmement, l'échec à imposer à l'Iran de renoncer à tout programme nucléaire, et ça, qu'il soit civil ou militaire. Il précise bien les deux d'ailleurs. Ouais, les deux. Selon lui, aucun de ces objectifs n'a été atteint. C'est un changement de paradigme majeur, ça. On assiste ici à une critique qui est vraiment axée sur la compétence et l'efficacité stratégique. C'est fou, on dirait une évaluation de projet dans une entreprise, quoi. Mais c'est exactement ça. En pointant l'échec des objectifs balistiques et nucléaires, qui étaient, on le rappelle, les justifications officielles de la belligérance américaine dans la région, le discours déconstruit complètement l'image de la superpuissance infaillible. Ouais, l'argument central, c'est un peu de dire vous justifiez vos interventions par la nécessité de sécuriser le monde, mais vos résultats comptables sur le terrain, ils démontrent tout l'inverse. C'est ça. Et non seulement la menace initiale, donc les programmes iraniens, n'est pas neutralisée, mais en plus, la méthode employée a fracturé l'ordre mondial. En utilisant ce mot précis de chaos, j'ai vraiment l'impression qu'il dresse un bilan d'incompétence technique de la part de Washington. C'est comme si un consultant externe venait publiquement pointer l'échec total d'une stratégie menée par la direction d'une boîte. Ou comme un chirurgien, tu vois, qui promet de retirer une tumeur pour sauver le patient, mais qui échoue complètement et provoque une hémorragie massive dans tout le corps. À un moment, les autres médecins dans la salle, ils finissent par remettre en question ses qualifications, pas juste ses bonnes intentions. Ah, l'image du chirurgien est super parlante. Ouais. Évaluer l'action d'une superpuissance à l'aune de ses échecs opérationnels, ça permet à des pays comme le Sénégal de se positionner non plus comme des simples victimes d'une morale défaillante, mais comme des auditeurs rationnels. Des auditeurs d'un système mondial qui est super mal géré. Et ce qui rend cette posture possible aujourd'hui, c'est que ce fameux chaos dont il parle, c'est pas juste une formule en l'air. Ça a des ramifications ultra tangibles qui traversent toutes les frontières. Ce qui nous amène directement à se demander, qu'est-ce que tout ça signifie au fond? Pourquoi un chef de gouvernement africain ressent l'urgence et s'octroie la légitimité de faire le procès d'une guerre qui se déroule au Moyen-Orient? Parce que ça les touche directement, tout simplement. La source mentionne explicitement que cette guerre en Iran provoque une onde de choc mondiale, notamment, et c'est crucial, sur les prix de l'énergie et les équilibres géopolitiques. On voit bien que les conflits locaux n'existent plus vraiment. C'est exactement ça. La nature même de notre économie mondialisée, ça supprime la notion de conflit isolé. Le marché de l'énergie, c'est un peu le système nerveux central du monde. Donc quand il y a une tension, tout le monde ressent la douleur. Voilà. Lorsqu'une tension majeure éclate dans le Golfe ou autour de l'Iran, la prime de risque explose sur les marchés financiers et le prix du baril de pétrole grimpe en flèche. Et les conséquences, elles ruissellent à une vitesse vertigineuse sur la vie des gens. Un baril plus cher à l'international, ça veut dire que quelques semaines plus tard, le coût du fret maritime y bondit. Et donc, concrètement, sur le terrain. Concrètement, les engrais pour l'agriculture sénégalaise, ils coûtent beaucoup plus cher à importer. Ensuite, le carburant pour transporter ces récoltes vers Dakar, il augmente aussi. Et tout au bout de la chaîne, c'est l'inflation qui frappe le citoyen moyen sur ses produits de première nécessité. C'est très concret, en effet. Donc, Ousmane Sonko, il s'exprime pas sur l'Iran par simple passion pour le droit international, tu vois. Il s'exprime parce que l'inflation importée, elle menace carrément la stabilité sociale de son propre pays. Le lien de causalité est ultra direct. Lorsqu'une nation subit de plein fouet l'inflation générée par une guerre qu'elle n'a ni initiée ni soutenue, elle considère qu'elle acquiert un droit d'inventaire sur les décisions de ceux qui ont déclenché la crise. Ouais, le chaos énergétique devient une sorte de passeport diplomatique. C'est ça autorise et ça justifie cette critique incisive contre les États-Unis. D'accord, mais ça soulève une contradiction que je trouve passionnante pour le coup. Si les États-Unis sont assez puissants pour déstabiliser toute l'économie mondiale d'un claquement de doigts,
Comment un pays émergent trouve-t-il la sécurité politique nécessaire pour les critiquer aussi vertement? C'est la grande question, ouais. Bah oui, parce que logiquement, défier publiquement la première puissance économique et militaire mondiale, normalement ça t'expose à des représailles, des coupes d'aide, des sanctions. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus cette peur paralysante aujourd'hui? Et la réponse à ce paradoxe, on la trouve dans la suite de notre document. L'intervention de Sonko s'est tenue en présence du géopolitologue français Pascal Boniface. Et ses propos offrent une grille de lecture fondamentale sur cette nouvelle audace, on va dire. Pascal Boniface, il introduit un concept clé qui permet de résoudre notre équation. Selon l'extrait, il affirme que les Occidentaux n'ont pas perdu la puissance. Ils n'ont pas non plus perdu la richesse. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, ils en ont perdu le monopole. Le monopole, oui. C'est une distinction subtile mais qui change absolument tout sur l'échiquier mondial. Mais quelle est vraiment la différence entre perdre de la puissance et perdre un monopole? Est-ce que ça revient pas au même sur le terrain géopolitique au final? Pas du tout. Et si l'on relie cela à une vision plus globale, on comprend pourquoi. Ce n'est pas un jeu à somme nulle où la montée en puissance du Sud impliquerait l'effondrement immédiat de l'Occident. La richesse globale augmente, mais elle est désormais partagée. L'Occident reste très fort, mais il n'est plus le seul joueur assis à la table. J'aimerais bien qu'on s'arrête sur cette mécanique, parce que souvent, on a tendance à visualiser les rapports de force un peu comme un conseil d'administration. Pendant des décennies, l'Occident, c'était l'actionnaire ultra-majoritaire, avec genre 90% des droits de vote. Oui, ils nommaient le PDG, ils écrivaient les règles du commerce mondial, et ils décidaient des sanctions via le FMI ou la Banque mondiale. Voilà, et les pays en développement, ils n'avaient pas vraiment de poids réel. L'analogie du conseil d'administration, elle décrit parfaitement l'ancien système. L'Occident avait ce pouvoir quasi absolu d'imposer un embargo ou de couper les vivres à n'importe quel pays qui s'opposait trop frontalement. Donc cette menace de mort économique, ça garantissait une certaine docilité diplomatique. Ce qui veut dire que la situation actuelle décrite par Boniface, ça ressemble davantage à un rééquilibrage de l'actionnariat. L'Occident détient toujours une part massive des actions, leur puissance militaire et financière reste colossale, mais de nouveaux actionnaires majeurs ont émergé, quoi. Oui, la Chine, l'Inde, les BRICS en général, ils ont accumulé des capitaux, des technologies, et ils proposent des infrastructures alternatives. Donc l'Occident n'a plus assez de voix pour imposer ses décisions unilatéralement, sans rencontrer d'opposition. Le mécanisme de substitution, il est là. La perte du monopole, ça veut dire qu'un pays africain dispose maintenant de voies de contournement. Si Washington menace de retirer un financement en représailles à une critique, des partenaires comme Pékin ou New Delhi peuvent proposer des alternatives. Le filet de sécurité, il est tissé par ces nouveaux acteurs. Ousmane Sonko, il peut exiger des comptes et fustiger les échecs stratégiques américains avec autant de véhémence, précisément parce que la survie de son pays ne dépend plus exclusivement d'une seule capitale occidentale. Exactement. La perte du monopole a en quelque sorte désactivé le bouton de destruction mutuelle qui musellait les pays du Sud. Et ça rejoint parfaitement le thème de la conférence sur l'autonomie et le patriotisme. L'autonomie, c'est plus juste une idée en l'air, c'est une stratégie pragmatique. On fait jouer la concurrence pour agrandir sa propre marge de manœuvre. Et pour illustrer ça, ce basculement vers un monde multipolaire, la source nous livre une image visuelle d'une efficacité redoutable. C'est l'analogie de la table mondiale, utilisée par Boniface. Ah oui, les métaphores géopolitiques, c'est souvent très révélateur. Celle-ci, elle résume bien la frustration accumulée par les nations émergentes. Boniface affirme qu'il y a de la place pour tout le monde à cette table mondiale. Mais il dénonce en fait un système où certains sont confortablement à table, tandis que d'autres sont éloignés et n'ont droit qu'à un tabouret. Ou pire encore, ils sont uniquement relégués à faire le service. C'est une image super forte. Moi, je vois ça comme un immense dîner de gala où les règles ont été écrites par ceux qui sont déjà installés à table avec les beaux couverts, tu vois. Oui, et la distinction entre la chaise, le tabouret et le service, elle illustre super bien l'évolution du statut des nations. Les chaises confortables, c'est les pays qui rédigent le droit international. Le tabouret, c'est le statut d'observateur, toléré mais marginalisé. Et le service? Le service, c'est l'assignation historique de l'Afrique et d'une partie de l'Asie à un rôle de simple fournisseur de matières premières, corvéable à merci. C'est fou à quel point l'image du tabouret et du service résonne fortement, surtout dans le contexte du musée des civilisations noires. Je veux dire ça dans un espace conçu pour prouver que les sociétés africaines avaient des systèmes complexes bien avant la colonisation, c'est un vrai acte de réappropriation. Totalement.
c'est refuser l'idée que le rôle de subalterne serait une fatalité. Et cette métaphore de la table, elle boucle la boucle avec le discours d'Ousmane Sonko. Ouais, parce que si celui qui est installé en bout de table renverse les plats ou crée du chaos, genre la guerre en Iran, et que la sauce éclabousse tout le monde, avec les prix de l'énergie, bah, ceux qui sont sur les tabourets exigent désormais de participer aux décisions. Et de critiquer ouvertement le comportement de ceux qui sont assis. Ils refusent de ramasser les débris en silence. Ils pointent méthodiquement l'échec des objectifs initiaux. Ce tour d'horizon de nos sources met vraiment en lumière des mécanismes d'une complexité fascinante, je trouve. On est parti d'un discours prononcé un jeudi à Dakar pour remonter le fil d'une mutation globale. Oui, de la critique frontale de Sonko contre Trump jusqu'à l'analyse de Boniface sur la fin du monopole occidental. Tout s'emboîte. C'est super important pour notre audience de comprendre ça. Parce que ces discours montrent que la diplomatie mondiale n'est plus un monologue. C'est devenu une conversation, parfois très musclée, où de nouvelles voix exigent d'être entendues. L'ordre mondial traverse une vraie zone de turbulence, c'est certain. Mais du coup, toute cette restructuration de la table mondiale, ça me laisse avec une réflexion un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Je t'écoute. Si le monopole occidental est bel et bien terminé, et que tout le monde exige désormais une vraie chaise à cette fameuse table mondiale, comment on va décider du menu, en fait? Ah, ça, c'est la grande inconnue logistique. Bah oui, parce que quand la table s'agrandit avec plein de voix fortes qui refusent de s'aligner par défaut, faudra-t-il repenser entièrement les règles de politesse diplomatique, juste pour éviter que ce nouveau repas partagé ne se transforme en un affrontement permanent la moindre étincelle? L'équilibre entre représentativité et gouvernance, ça va être le test ultime. C'est le vertige d'un monde sans pilote automatique. Et c'est sur ce défi colossal qu'on referme ce dossier. Parce que quand l'actualité rebat les cartes aussi vite, il est vital de prendre le temps d'observer qui écrit vraiment les nouvelles règles du jeu. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle exploration de nos sources. L'intégration régionale n'est pas une option, elle est une condition. Mais elle ne doit pas être une simple coordination, elle doit être une mutualisation de puissance, de capacité. Pourtant, les initiatives comme la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, les startups technologiques émergentes ou les projets éducatifs panafricains montrent que nous avons déjà commencé à bâtir une souveraineté économique et cognitive. La ZLECAf peut être un levier historique d'intégration productive, mais sans stratégie industrielle, sans politique de transformation locale, sans États membres individuellement viables, elle risque de devenir un simple espace de circulation des marchandises au bénéfice des acteurs les plus puissants, souvent extérieurs au continent. Elle ne doit pas être un marché ouvert, mais un outil de structuration économique africaine. De la même manière, la CEDEAO doit être consolidée. Les tensions récentes avec des pays de l'Alliance des États du Sahel ne doivent pas conduire à une fragmentation durable de l'espace ouest-africain. Nous avons la responsabilité de reconstruire des passerelles, de recréer du dialogue et d'inscrire ces divergences dans une perspective de recomposition politique plutôt que de rupture. L'avenir ne se construira pas dans la séparation, mais dans la capacité à articuler des visions différentes au sein d'un projet commun. Je voulais dire ici que les pays de la CEDEAO, c'est ensemble, en tant qu'espace CEDEAO. Pour être une puissance, il y a deux aspects qui me semblent indispensables. Peut-être le professeur ne me démentira pas. C'est le territoire et la population, la démographie et la géographie. Je ne connais pas de puissance sur un espace de 100 km² et une population de 18 millions d'habitants. Je n'en connais pas. Si on veut parler d'Israël, ce n'est pas une puissance, c'est un énième État des États-Unis en réalité. C'est une puissance parce que je n'en connais pas. On peut être individuellement, si nos pays sont bien gérés, bien administrés, bien gouvernés, on peut être des pays riches, des pays confortables, avec des indices de développement humain parmi les plus élevés. Les pays scandinaves en sont, c'est les pays les plus riches en termes d'indice de développement humain. Mais est-ce que pour autant c'est des puissances? Absolument pas. La Chine fait 9 millions et quelques de kilomètres carrés sur 1,3 milliard.